Bonjour tout le monde et merci beaucoup d'assister à cet exposé. L'architecture est pour moi quelque chose de magnifique. Je crois que vous êtes pas mal d'étudiants en première année, donc j'ai envie de vous dire, vous avez très bien fait de choisir ces études. C'est des études passionnantes, ça je pense que vous l'avez déjà remarqué. C'est un métier passionnant, mais c'est un métier totalement envahissant. Je vais vous parler d'architecture habitée parce que je trouve souvent que finalement on n'en parle pas assez de ce simple fait que si nous, architectes, on fabrique quelque chose, c'est pour y accueillir des gens. Donc je vais vous emmener un petit peu au travers de différents projets sur des thèmes qui me sont chers et des thèmes que j'ai développés plus précisément au travers de ces projets. En préambule, je veux vous montrer cette première image qui est un chemin dans le Luberon, un chemin que je pratique depuis fort longtemps puisque quelqu'un de ma famille a une maison là-bas. Et cette image, c'est pour moi la notion du temps qui a infiniment changé. On est loin de ce temps-là où l'architecture, la matière, le paysage, le chemin rural, la végétation faisaient un seul élément. On voit dans ce mur ces quelques pierres qui sont montées les unes sur les autres, le figuier qui est venu se développer un peu de façon qui n'a pas été taillé depuis quelque temps, parce que le paysan est sans doute plus là pour franchir cette grille et rentrer dans son champ. Au passage, ce mur a délimité un chemin magnifique. Et ce temps-là n'étant plus là, le rôle de l'architecte, lui, prend un sens très particulier. Le deuxième thème absolument fondamental, c'est le thème de l'horizontal. Vous avez tous aujourd'hui, vous les jeunes, votre écran informatique, donc c'est plutôt un plan vertical quand vous commencez à travailler sur un projet. Mais je suis de la vieille école, excusez-moi, j'ai encore ma planche à dessin et le premier geste, c'est de balayer avec une balayette les plures de gomme qui peuvent traîner sur ma table, puis c'est d'étaler une feuille ou un calque, c'est de faire ce geste sur ma table. Le premier élément qu'on travaille tous, vous avec votre écran, moi avec ma feuille et tous les architectes de la planète, c'est l'horizontale. La première chose qu'on installe quelque part, c'est une horizontale. Exactement avec autant de précision et de rigueur que le campeur qui va s'installer quelque part pour camper. Et là, vous qui êtes près de la montagne, ça doit bien résonner. Cette photo, c'est aussi Alvar Aalto. Ce sont quelques planches qui ont été clouées par lui à côté de sa petite maison magnifique à Seinäjoki, un des lacs de Finlande, un voyage que vous devez absolument faire. Un architecte que j'ai découvert, pas pendant mes études, mais plutôt après. Et ces quelques planches sont exactement le symbole de l'assemblage de ce minimum nécessaire qui sont ces horizontales pour descendre de la surface rugueuse du rocher pour aller dans l'eau, parfois fraîche, mais parfois très bonne. Cette horizontale, c'est le travail du sol. Le travail du sol, il est multiple. Ici, vous le reconnaissez peut-être, c'est l'escalier des 100 marches à Versailles. Cet escalier, c'est une chose extraordinaire. Quand vous montez là, dans l'axe de cet escalier, si vous ne l'avez pas encore fait, vous irez la prochaine fois, vous irez à Paris, mettez-vous bien dans l'axe de cet escalier. C'est l'escalier qui est le plus vers l'ouest. Et quand vous le montez, vous ne voyez que ces emmarchements. Le pas est excessivement doux, c'est les plus belles marches que j'ai jamais franchies. Et sur la droite, il y a l'orangerie. Mais si vous restez bien dans l'axe, l'orangerie, vous la voyez à peine. Sur la gauche, vous voyez les arbres, comme on le voit sur la photo. Et puis peu à peu, en montant, vous voyez un peu plus les arbres, mais vous ne voyez toujours pas le château. Et quand vous arrivez en haut de ces 100 marches, vous arrivez sur l'esplanade du château. Donc là, vous êtes dans un axe est-nord-sud, et quand vous arrivez en haut, vous allez vous retrouver dans l'axe est-ouest du château. Ça, c'est un travail à la fois architectural, paysager, urbanistique, d'ingénieur. C'est le travail magnifique qu'on a, nous, entre les mains. Et si je parle de ça avec intensité, c'est que malheureusement, le temps avance en nous divisant chacun et chacune dans des champs de compétences, l'un l'architecte, l'autre l'ingénieur, le troisième le paysagiste. Et je pense qu'au contraire, c'est bien tout ça en même temps que nous devons travailler et je pense qu'il faut avoir une très forte conscience de ça pour bien travailler et collaborer avec ceux avec qui nous travaillerons aussi. Un exemple magnifique qui est Éphèse en Turquie, donc paysage, le sol, l'amphithéâtre qui vient se lever dans la colline, où est la limite entre architecture et paysage, où est la limite entre urbanisme et paysage et architecture. Tout est magnifique, avec en plus une émotion toute exceptionnelle et toute extraordinaire qui est l'émotion de la ruine.
On peut se demander d'ailleurs quelles sont les ruines que vont faire notre époque. D'ailleurs, je crois que c'est une époque où on n'a plus le temps de la ruine. Ça, c'est aussi une image exceptionnelle faite par un ami architecte, mais qui est sur le, vous l'aurez reconnu sans doute, sur le toit d'habitation de l'unité d'habitation de Marseille, de Le Corbusier. C'est le nouveau sol. C'est-à-dire que ce travail du sol dont je vous parle, il n'est pas simplement les pieds dans la terre, il est aussi toute cette capacité dans nos projets d'architecture de faire également émerger un nouveau sol à partir duquel on raconte une nouvelle histoire, une nouvelle partie de programme. On donne aux personnes qui vont vivre dans nos bâtiments une vue exceptionnelle, et celle-là n'en est pas des moindres. Cette image encore pour préciser que c'est pour eux, ce sont pour les gens qu'on travaille, et je passe beaucoup de temps avec les étudiants, mais beaucoup de temps aussi avec des clients à m'énerver de cette impression qu'on oublie l'essentiel de la raison pour laquelle on est fait. On passe tellement de temps dans un projet à parler de normes, à parler de respect de réglementation, à parler de respect d'argent, respect de planning, qu'il y a un moment où on n'est plus du tout à parler de l'essentiel, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est en train de fabriquer et pour qui. Et je remarque que vous, les étudiants, il y a aussi parfois vous vous perdez un peu dans le fait que vous allez devenir des étudiants, des architectes et que vous êtes en train d'étudier l'architecture. Et du coup, l'humilité avec laquelle on doit se poser la question de ce qu'on est en train de fabriquer, je trouve qu'il est vraiment important de l'avoir toujours en tête. Ce sont les autres. Je suis allée au Japon récemment et ça faisait très longtemps que je voulais y aller. Et évidemment, un voyage là-bas m'a fait rendre compte encore avec plus d'acuité ce que je savais bien, que la culture de l'espace du Japon n'a rien à voir avec la culture de notre pays. Mais j'ai fait exprès de rassembler ces deux images parce que j'ai été saisie par la découverte du silence là-bas et du vide, du travail sur le vide, chose qui est assez connue, assez évidente. Mais de le voir et de le pratiquer avec tous ses sens, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ces deux images, c'est exactement de la même époque, c'est le XVIe siècle. Sur votre gauche, c'est l'image d'une peinture de la Renaissance, sur votre droite, l'estampe japonaise. Et l'une, alors là je suis perdue, franchement je n'y connais pas du tout, alors si le technicien n'est pas là, En tout cas, dans ces deux images, l'une montrait tout ce que nous, ce que nous sommes dans notre culture, c'est-à-dire la culture du plein. Vous avez vu à quel point cette image de la Renaissance, et vous en connaissez, est envahie de partout. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Merci beaucoup. Et vous voyez à quel point l'image de la Renaissance est prise de partout avec ses perspectives plus ou moins bonnes, mais en tout cas, tout est utile, tout est représenté, tout est infiniment rempli. Et l'image du Japon est au contraire tout dans le vide, avec ses quelques coups de pinceau et l'extrême finesse de cet oiseau. Je trouve très important de parler de ça aussi par rapport à la mondialisation aujourd'hui, et la question que la mondialisation nous pose à nous, architectes. Et en particulier à vous, la jeune génération qui surfez sur tous ces moyens informatiques extraordinaires et cette capacité que vous avez, en quelques minutes, en rentrant chez vous le soir, de faire le tour de la planète et connaître en direct tous les nouveaux bâtiments qui se construisent partout dans le monde. C'est une chance. Je pense que c'est un grand risque aussi. Et je pense que forcément, ça nous donne à tous une telle surenchère d'informations qu'il me paraît d'autant plus important aujourd'hui de bien se poser la question de dans quelle culture nous sommes, d'où nous venons et vers ce vers quoi nous allons par rapport au pays dans lequel nous sommes. Quand je dis pays, c'est au sens culture, c'est au sens climat, c'est au sens lieu. On ne peut pas faire tout, n'importe où, n'importe quoi, avec n'importe quel matériau. Il y a une prise de conscience de tout ça qui me paraît extrêmement importante d'avoir aujourd'hui et que je trouve nous n'avons pas assez encore parce que nous sommes dans cette espèce d'effervescence absolument extraordinaire. Un peu terrifiante, mais extraordinaire aussi. Alors, je vais vous emmener dans un premier projet, qui est une école à Guérard, dans le 77, à côté de Paris. Une école où je devais faire deux projets, et je n'aurais finalement réalisé que le premier, c'est-à-dire cette école maternelle. On rentrait par une impasse ici, j'ai proposé un aménagement un peu urbain de cet endroit-là. On faisait le tour de cette salle polyvalente pour rentrer dans l'école maternelle ici, qui a ses 1, 2, 3, 4 classes, son préau, son atelier de salle polyvalente.
Et puis il y avait une sorte de placette ici où il aurait dû y avoir logement de gardien, cantine, et puis l'école primaire qui descendait sur 2 niveaux dans ce site magnifique qui est en pente et qui donne sur la vallée du Grand Morin, qui est une rivière qui passe ici. Un site absolument magnifique. Cette école, pour moi, ça a été la découverte du très beau paysage pour construire une architecture dedans. La toute première chose que j'ai réalisée, c'est une maison dans le Luberon, donc j'ai eu déjà ce contact avec le très beau paysage. Mais c'est quelque chose, en étant architecte à Paris, en région parisienne, qui est finalement assez rare. Et au travers de ce projet, j'ai pu travailler avec grand plaisir la relation entre l'intérieur et l'extérieur, qui est pour moi le thème le plus magnifique de l'architecture, même si on se trouve au 6e étage d'un immeuble de logement. Je pense que c'est avec ce petit moment où, pieds nus en été, on quitte le sol intérieur pour aller sur une terrasse dehors. Si cette séquence-là est bien résolue dans un logement, je pense que les logements sont vraiment bien. Donc cette école s'est installée dans ce paysage. Il suffisait d'y créer quelques horizontales, des horizontales de sol, des horizontales de toit, pour venir rythmer et mettre en valeur la crête des arbres magnifiques qui sont ceux qui entourent l'église qui est juste à côté. Donc chaque volume un peu vient s'installer en racontant son histoire, le préau au fond de l'image, les salles de classe, la salle de repos qui elle vient s'encastrer un petit peu dans le sol pour faire un jeu de niveau que vous allez voir. J'ai travaillé avec Florence Mercier, paysagiste, sur l'ensemble des aménagements extérieurs. Tout projet s'est fait ensemble sur les intérieurs extérieurs. Quelques arbres fruitiers qui existaient évidemment qu'on a conservés précieusement. L'intérieur de la circulation, avec sur la gauche la silhouette ronde des toilettes, une école maternelle, quand les enfants vont aux toilettes, c'est tout un épisode. Donc il n'y a pas de porte, il y a juste un volume très identifiable, ce qui fait que les enfants, en sortant de leur classe, qui est, vous l'aurez deviné, derrière le mur à Pater, ils peuvent tout de suite apercevoir ce volume qui a quelques vues sur le paysage et sinon une verrière. Voici la coupe sur la salle de repos où on retrouve le volume des toilettes, la circulation, la salle de repos qui descend en gradin sur cette grande cour qui devient une sorte de cour pour raconter des contes à ciel ouvert pour les heures de sieste. Mis un peu, c'est fatigant ça, attendez. Voilà. Mis un petit peu à distance, la terrasse à ciel ouvert est mise à distance de la cour pour que les enfants jouent autour sans que jamais les usages de la cour rapide puissent altérer l'usage de cette cour lente, puisque des choses plus calmes peuvent s'y passer. Donc voici les gradins, simplement, les petits matelas d'1,20 m de long. Épisode, mais je ne vais pas rentrer dans ça parce que sinon je vais faire un grand coup de colère, mais je ne suis pas sûre aujourd'hui qu'avec les nouvelles règles handicapées, on ait le droit de faire ça. Il faut résister dans ce métier, il faut résister. En tout cas, cette salle de repos s'ouvre avec les baies ici sur cette terrasse. La salle de classe, il n'y avait aucune obligation environnementale particulière, mais j'ai toujours été, de par l'éducation d'architecte que j'ai reçue et puis ma sensibilité de bien-être, de faire des lieux où les gens se sentent bien, j'ai toujours été frappée de voir que les salles de classe sont souvent des lieux où les rideaux sont tirés, parce que justement, il y a cette contradiction d'avoir besoin de beaucoup de lumière et puis qu'il y a toujours du chaud qui arrive, donc ce problème dont vous entendez parler, je pense. Et du coup, j'ai plutôt travaillé cette salle de classe en créant ce jeu de volume qui est en fait l'atelier. On descend quelques marches, la fenêtre du bas horizontale en angle est vraiment à la hauteur des enfants. Il y a un plan de travail et une table qui est venue se mettre là, c'est la poterie, c'est la peinture, donc l'espace est complètement carrelé. Cette façade est sud-ouest. La seule fenêtre qui a un store, c'est la fenêtre qui est ici. Toutes les autres, avec le jeu des volumes, fait que la lumière n'a pas besoin, n'altère pas trop, n'éblouit pas trop l'espace. On a le système du toit qui se décale, donc la lumière du sud qui vient éclairer le grand mur. Et voilà la classe habitée. Et c'est aussi, j'aime beaucoup le contraste entre ces deux images, parce que je n'aurais jamais pensé un instant que ce tympan précautionneusement dessiné par nos soins allait devenir comme ça, estampillé de choses de vie, quoi. Et évidemment, c'est cette image que je préfère, vous l'aurez deviné. Et donc chacune de ces classes sort dehors avec des potagers, avec la possibilité d'y faire plein de choses. C'est une école toute calme dans un paysage magnifique. Alors là, on change tout à fait de périmètre d'études. On se trouve à Bondy. Bondy se trouve au nord-est de Paris,
à 10 minutes de la porte de Bagnolet. On se trouve dans un coin de banlieue difficile. En tout cas, Bondy est une de ces villes qui s'est séparée en Bondy Sud et Bondy Nord. Quand il se passe ça, en général, il y a quelque chose qui s'installe entre les deux. Là, ce n'est pas l'autoroute, mais c'est la Nationale 3, qui est un énorme axe, comme vous pouvez l'imaginer, qui va de Paris à Meaux et au-delà. Et cette Nationale 3, évidemment, a coupé la ville comme une tranchée terrible. Et le Bondy Sud, ça se passe pas trop mal parce que c'est la gare, parce que c'est la mairie, parce que c'est le vieux Bondy. Et le Bondy Nord, ça se passe moins bien parce que c'est les grands ensembles. Donc on est exactement à chemin au début du Bondy Nord. Le Bondy Sud se trouve plus par là encore. La Nationale 3 passe à peu près ici. L'hôpital Jean Verdier est un grand centre hospitalier du coin. Et nous avons construit cette opération dans cette rue, je dirais, quelconque, avec un environnement pas facile, puisqu'il y a en face des maisons R+1, quelques entrepôts qui font guère que R+1 aussi, une boîte à chaussures qui fait un bon R+1, des hangars de sociétés de la ville qui ont été construits dans les années 60, qui sont assez jolis, qui ne font pas plus que R+1 non plus. Et nous avions à construire là au moins un R+2. Donc tout d'un coup, on aurait été censé émerger de ces silhouettes qui étaient assez homogènes. Voici l'environnement d'en face. Vous voyez que ce n'est pas excitant. Néanmoins, des maisons qui, elles, sont en plein soleil, puisque c'est la façade sud. Cette maison, aussi extraordinaire qu'elle soit, est une façade sud. Donc on va vivre avec ça, on installe le bâtiment. Je souhaite absolument installer le bâtiment en respect de cette échelle-là. Donc c'est un bâtiment psychiatrique qui accueille 2 unités d'hospitalisation de 20 lits, donc des lieux d'hospitalisation avec des chambres, donc 2 fois 20 chambres, 40 chambres, plus un service de consultation pour la journée. Et c'est un professeur extraordinaire, un psychiatre, Guy Baillon, que j'ai rencontré au travers de ce projet, concours que j'avais gagné, qui était très heureux de voir que la psychiatrie revenait plus dans la ville plutôt que de rester dans des institutions derrière des murs. Et donc c'était une politique de remettre le soin près des gens, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui sont en psychiatrie, qui viennent être hospitalisées quelque temps, repartir chez eux, puis revenir. Donc il y a cet aller-retour entre le lieu d'habitat et le lieu de soins qui était très important de bien réussir. Donc vous voyez que cette silhouette de bâtiment ne dépasse pas tellement la silhouette d'à côté. Par contre, au loin, vous avez les grands ensembles. Et est venue avec ce projet une question extrêmement importante que finalement que je retrouve sur l'ensemble des projets, qui est la question de la limite. C'est-à-dire qu'on doit toujours avoir à s'interroger sur la limite qu'on nous donne déjà. C'est pas parce qu'on nous donne un plan qu'il faut s'intéresser qu'à ce qu'il y a sur cette emprise foncière. Bien au contraire, je pense que la vraie limite, c'est jusqu'où voient nos yeux quand on est dans un site. Donc c'est pas ici que je vais insister sur ça, puisqu'avec les chaînes de montagnes qu'il y a autour, vos yeux sont avec elles aussi. En tout cas, là, vous avez vu un peu le périmètre urbain. Et du coup, il m'a paru important, au travers de la psychiatrie aussi, c'est comme ça que j'ai vu aussi l'importance de la limite, c'est que les personnes sont censées être hospitalisées pendant de 1 à 3 semaines et ne pas sortir. Donc, par contre, sortir dehors, bien sûr, mais ne pas sortir dans la rue de leur plein gré. Donc, il y avait cette confrontation entre un lieu qui va retenir des gens pour leurs soins et des gens qui vont passer dans la rue devant une grille. Donc il était hors de question pour moi que l'un et l'autre se fassent coucou de part et d'autre. Et du coup, on a travaillé, on s'en a profité d'une déclivité du sol qui n'était pas énorme, on l'a forcé, si je puis dire, pour faire monter un peu depuis le parvis d'entrée, pour faire descendre toute une nappe du projet, qui nous a permis depuis l'entrée non pas d'arriver tout en bas et d'avoir à monter de niveau, mais d'arriver au milieu, ce qui fait que déjà en arrivant, on a une surprise, parce qu'on découvre un jardin en étant en balcon, sur ce jardin, ce qui n'était absolument pas attendu quand on a quitté la rue que vous avez vue, ce qui nous a permis de mettre 20 premiers lits en bas de plein pied avec le jardin, avec le service de restauration. Au milieu, ce ne sont que les bureaux médicaux et les salles de réunion, donc c'est une activité de la journée. Et tout en haut, 20 autres lits, mais qui viennent sous le ciel, sous le toit, donc sous le ciel, donc avec la possibilité d'avoir la lumière naturelle qui vient à plein d'endroits, et dans les chambres, dans les circulations communes.
dans des terrasses qui sont sécurisées pour éviter la défenestration, mais en tout cas qui viennent profiter de la lumière autant que c'est possible. Et du coup, cette coupe aussi nous a permis de travailler une promenade entre le rez-de-chaussée. On peut ressortir ici, on descend quelques marches, on ressort dans le jardin, on contourne ces 6 chambres qui sont installées, c'est un plan en U, et puis on se retrouve dans ce jardin. Et il y a un autre escalier qui nous fait monter ici par l'extérieur, et on peut ainsi se balader entre le rez-de-chaussée bas et le rez-de-chaussée haut, sorte de circulation extrêmement importante dans le milieu de la psychiatrie, puisque ce sont des malades debout, ce sont des malades qui sont en général complètement sur leurs jambes, et donc il était très important de proposer cette déambulation. Et ce mot de déambulation, de promenade en psychiatrie, vous ne le verrez jamais écrit dans un programme. On vous dit, les gens sont debout, l'histoire des malades debout, tous les psychiatres vous le disent, tous les soignants en psychiatrie vous le disent. Pour autant, quand vous avez le programme entre les mains, on ne vous donne pas cette intention. Donc c'est à vous, architectes, de trouver l'astuce, pour pas que ça coûte plus cher, parce que vous savez que plus vous construisez des mètres carrés, plus ça coûte cher, de trouver l'astuce pour proposer quelque chose qui permette cette déambulation si importante dans ces milieux-là. Donc c'était aussi la question de la limite, la question de la déambulation, la question du vis-à-vis aussi, qui a été très fortement découverte pour moi dans ces projets, puisque les personnes d'une chambre à l'autre ont des problèmes chacun, pris personnellement, et il me paraissait très important que la notion de vis-à-vis soit extrêmement, qu'on soit très attentif à ça pour l'éviter. Donc là, c'est juste un jeu de volume sous lequel, en fait, du coup, je dégage une terrasse qui est de plein pied avec la restauration derrière. Et ce jeu de volume met à distance les chambres qui sont ici. Et ce sont en fait des terrasses, niveau bas, niveau haut, et le long d'une circulation qui dessert des chambres qui, elles, donnent de l'autre côté, qui donnent sur la rue. Peut-être les avez-vous aperçues tout à l'heure sur la première photo. Donc voilà le jeu des volumes à l'intérieur. Cette terrasse est devenue, vous la voyez sur la droite, une salle de ping-pong en fait. Voilà une des circulations, la circulation du rez-de-chaussée, donc du niveau intermédiaire, du niveau d'entrée, qui donne accès à 2 salles de réunion ici et une salle d'activité au fond. Voici une terrasse là-haut qui donne sur la circulation du premier étage. Donc vous voyez que la lumière arrive par ici. Elle arrive aussi par un jeu de toit juste devant 2 autres chambres qui sont là-bas. Toutes ces petites différences qui sont juste pour que les gens aient motivation à sortir de leur chambre et des surprises. Évidemment, le jeu de la lumière, c'est le jeu d'un rayon de soleil qui passe un moment, qui se retire à un autre, on voit le temps qu'il fait et surtout l'ambiance de l'espace change puisque du matin au soir, le soleil se déplace. Une chambre du rez-de-chaussée, une chambre habitée du rez-de-chaussée où la personne a mis le lit là où je n'aurais jamais pensé qu'elle le mettait. Et cette chambre, quand le Guy Baillon m'a demandé « mais qu'est-ce que c'est pour vous l'espace de la psychiatrie ?» Je lui ai dit « mais attendez, l'espace de la psychiatrie, c'est un espace où on se sent bien, c'est tout, c'est comme à la maison, on se sent bien. » Et du coup, quand on a travaillé ensemble, lui m'avait dit « mais pour moi, l'espace de la psychiatrie, c'est ça » et il me dessine une spirale sur une feuille. Vous imaginez, une spirale, c'est la chose la plus terrifiante pour un architecte. En plus, il avait une montre Swatch avec une spirale dessus. Donc, le connaissant pas encore, je me suis dit « je vais à la catastrophe ». Et en fait, ça a été un échange absolument merveilleux et on se voit toujours, bien qu'il soit à la retraite. Mais en tout cas, du coup, j'ai travaillé ces chambres d'hospitalisation exactement comme des chambres de logement. C'est-à-dire que pour moi, un logement est bien fichu si on peut mettre le lit dans au moins 2 situations dans une chambre de 9 mètres carrés. Là, les chambres font un peu plus, donc il y a 3 possibilités pour mettre le lit. Je pense que c'est de ce choix, ce libre arbitre, qui fait partie du fait qu'on s'en sent bien ou pas dans un espace. Je pense que l'autorité d'un lieu peut être extrêmement pénible. Voici une des salles d'activité du rez-de-chaussée. Il y a du verre dépoli parce que je n'avais pas le droit à des vues par ici, mais je voulais absolument la lumière de l'Est. Mais voici comment a été habitée la pièce. Vous voyez que ma porte ouverte sur la terrasse, parce qu'elle ouvrait sur une terrasse, ils préfèrent plutôt l'utiliser pour autre chose. Donc ça, c'est l'évolution des programmes et il n'y a aucun problème avec ça. Alors là, on rentre dans Paris, on est dans le 20e arrondissement et j'y ai construit cette crèche qui est ici. C'est la rue des Pyrénées, un axe extrêmement bruyant, plein nord. Et la crèche, elle, est toute petite, c'est 900 mètres carrés. On devait se pivoter autour de cet immeuble conservé et venir contre cette école, typique école du 19e siècle, maternelle et primaire. Et un mur nous sépare. Ici, un maître d'ouvrage qui à l'époque s'appelait la DASES, donc la direction de la petite enfance. À côté, un autre maître d'ouvrage, la direction des affaires scolaires, la DASCO. Donc, a priori, je n'avais rien à faire avec la DASCO. Et on a travaillé ce projet.
Mais je n'ai pas pu m'empêcher dès le début de m'intéresser à ce mur, qui est un mur étanche entre ce qui sera une crèche, ce qui est une crèche, et ce qui était une école. Et donc côté rue des Pyrénées, c'est l'angle que vous avez vu en photo aérienne est vraiment tout petit, hein. Donc voici le résultat en volume. Je devais impérativement mettre l'entrée sur la rue d'Agorneau, c'était demandé par les contraintes urbaines, plutôt fort heureusement parce que c'est un peu plus calme ici. Par contre, on était plein nord, donc j'ai fait une loge qui est en fait la détente du personnel au-dessus, qui permet de faire passer la lumière. Ici, c'est totalement transparent, bien que la photo montre que c'est tout à fait sombre, mais on arrive sur le jardin. Donc tout le socle bas, c'est les parties communes, la cuisine avec la place de livraison, le local poussette, le bureau de la directrice. La section des tout-petits ici, et les autres sont plutôt de l'autre côté, parce que l'espace, tout l'intérieur de la crèche est plein sud, là on était plein nord. Donc on retrouve la vue de notre jardin de crèche, le fameux mur, l'école. Et en fait, j'ai proposé dès le début de percer ce mur avec une intervention d'artiste qui est venu mettre quelques plaques de céramique de couleur pour donner des liens visuels entre les grands frères, si je puis dire, et les petits frères. Et l'épisode a été quand même assez long, hein. C'est une initiative qui repose plutôt sur l'architecte aussi. Mais en tout cas, tout le monde a été plutôt content de cette histoire. Et donc le projet s'est installé plein sud avec des jeux d'emmarchement pour poser ses fesses. Les adultes sont toujours assis pour s'occuper des enfants parce qu'ils les surveillent, donc on pense à eux. Et les enfants sont toujours heureux de monter 3 marches en se cassant la figure ou en essayant de commencer à monter à 4 pattes. En tout cas, c'est le jeu habituel qu'on a dans les jardins. Donc l'espace intérieur se raconte un peu de la même façon. On a la salle de jeu, on a le plein pied ici, les 3 petites marches pour monter dans la salle de repos, qui est elle-même de plein pied avec un jardin qui n'était pas encore herbu. Et voici un des trous, donc on en a fait plusieurs. Et vous voyez les 3 petites trombines. Dès qu'on a mis un vitrage pour évidemment éviter les passages au cas où il y aurait des choses qui se passent entre les uns et les autres. Donc on a rigoureusement respecté ce qu'on nous demandait. Mais je peux vous dire que dès qu'on a décoffré ces fenêtres, il y a eu des têtes derrière, et à chaque fois qu'on y va, il y a des têtes derrière. C'est vraiment, vraiment agréable. Alors là, cette photo, pour passer à un autre thème, qui est le thème de l'échelle. Et plus j'avance dans mon métier, plus j'ai affaire à des projets plus gros, aussi des petits, mais des projets plus gros. Et je m'aperçois que, évidemment, je pense que la chose la plus importante, la dimension la plus importante, pour donner du lien, parce que je pense que faire de l'architecture, c'est à chaque fois qu'on construit quelque part, on fait du lien, plus encore avec le logement, on en parlera, mais en tout cas on fait du lien. Et du coup, se pose toujours avec beaucoup d'acuité la question de l'échelle. Ça, c'est une œuvre en décomposition, c'était voulu comme telle, qui a été faite par un certain JR, peut-être en avez-vous entendu parler, il sort un film là actuellement, qui est un jeune artiste, et qui avait fait pour les Nuits Blanches de Paris l'année dernière, il avait placardé sur tous les murs de soubassement de l'île de la Cité, de l'île Saint-Louis, des collages comme ça de femmes. Et c'était absolument extraordinaire, parce que d'abord c'était très beau plastiquement, et il y avait justement cette histoire d'échelle dont je vous parle. Donc évidemment, cette cuisse tendre et ce ventre de femme enceinte là, et l'échelle du personnage, tout est saisissant, et c'était absolument magnifique. Je n'ai pas vu le film, mais je pense que ça doit valoir le coup. Donc l'échelle, c'est le premier bâtiment où j'ai vraiment me suis posé avec plus de précision aussi cette question. C'est l'hôpital Bichat, donc un autre programme psychiatrique, qui est lui. L'hôpital Bichat, c'est l'hôpital le plus dense de Paris, puisqu'il y a un IGH ici de je ne sais plus combien de centaines de chambres, c'est énorme. Avec, vous le voyez bien, la trace de l'hôpital 19e ici, et puis la ceinture de l'hôpital qui est extrêmement précise, puisque c'est des parties qui sont à simple rez-de-chaussée rehaussé, et puis perpendiculairement à cette limite habitée, vous avez des pavillons qui montent à R+2 plus comble. Et puis la ceinture de l'hôpital se finit par un petit bâtiment qui est l'hébergement de l'école des infirmières. Là, on est porte de Saint-Ouen, les périphériques qui sont derrière. Et donc, nous voilà partis pour construire 12 000 m² sur un terrain qui vraiment, c'est plein comme un œuf. Nous devions garder 600 m² de pleine terre que nous avons proposé de diviser en 2 espaces extérieurs, celui-là et celui-là juste à côté. Nous avons donc fait un patio.
Et en fait, la préoccupation que j'ai eue là, c'est à la fois de densifier forcément. Il faut savoir aussi qu'à chaque fois qu'on construit, on densifie, on ne fait jamais l'inverse. Parce que sur les grands ensembles, les logements des années 60, on les casse, hein, donc on donne cette impression de dédensifier, mais en fait on étale au sol. Donc ceci peut être une question à débattre. Donc là on densifie, là je suis à R+2, l'hôpital ancien est à R+2, mon projet ici, le nord est par là, hein, donc le sud vient d'ici. Ça je suis à R+7, là je suis à R+3, c'est-à-dire que cette partie du projet, qui est la plus petite de mon projet, reprend en fait l'altimétrie de ces pavillons, est un peu plus bas même que le pavillon des infirmières ici. Donc je joue un peu du séquençage de l'ancien hôpital pour venir proposer ma volumétrie. Donc voici la silhouette, l'ancienne entrée de l'hôpital, les pavillons du mur habité, les pavillons R+2. Là on voit l'accroche du projet avec ce mur habité. Et voici le projet dans son ensemble, avec la photo qui a été prise juste avant était ici. Donc on a tout le rez-de-chaussée qui est plutôt très fermé sur l'avenue du boulevard Ney, et l'ensemble du bâtiment qui est là, avec ce paradoxe que nous sommes dans un hôpital général et que la psychiatrie, en fait, est un bâtiment indépendant de cet hôpital général, mais quand même profitera de l'entrée de l'hôpital général qui se trouve donc derrière. Mais j'ai absolument tenu à ce qu'il y ait une porte sur le boulevard Ney, parce que c'est impossible de construire un bâtiment sur la ville sans qu'il y ait une porte, et les pompiers m'y ont aidé parce qu'il fallait cette porte pour les pompiers. Donc l'intérieur du patio, le passage entre le grand patio et le petit patio jardin derrière, donc c'est aussi un système de déambulation, ce patio on peut rentrer, sortir, et l'ensemble du projet, donc ça c'est le préau entre les deux patios, où il y a aussi baby-foot et ping-pong aujourd'hui. Et l'ensemble du projet s'installe avec des terrasses, des arrivées de lumière partout. Donc là, on est au rez-de-chaussée avec la cafétéria. Juste avant, c'était l'entrée. Et là, c'est une terrasse qui permet, je ne sais pas si vous avez vu sur la photo tout à l'heure, il y a une transparence en fait entre la rue et l'intérieur du projet. Et en fait, ici, on a installé un mur à fresque, c'est-à-dire que régulièrement, les gens peuvent peindre ce qu'ils veulent dessus. C'est pour ça que c'est un effet inachevé. Et ça, c'est la terrasse tout là-haut. Bâtiment R+7 dans la ville, il y a toujours des moments où la vue est superbe. Donc là, de nouveau, les terrasses sont tout à fait sécurisées et toutes les salles d'activité qui donnent dessus peuvent s'ouvrir dessus. Donc dans un programme comme celui-ci, c'était aussi la notion du choix, de faire que chaque niveau est différent, chaque unité d'hébergement a ses propres terrasses, et au fur et à mesure qu'on se balade dans le bâtiment, on a des nouvelles vues, on a des nouvelles orientations, on a des nouvelles chambres. Il n'y a aucune chambre banalisée, il y a des séries de chambres, mais jamais la même sur tout l'équipement, surtout pas. Alors là, on monte encore un peu en complexité, et on monte même franchement en complexité. On est dans l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, donc l'enceinte de l'hôpital est tout ça, avec une partie 17e, 18e absolument magnifique ici, une partie 19e moins charmante, mais quand même assez historiquement impressionnante. Une partie 1970, 100 000 m² ici. Une partie 1980, 15 000 m². Ici, des bâtiments, des petits bâtiments linéaires que vous voyez là, qui en fait étaient mis comme ça régulièrement sur cette pente. Ici, c'est pentu, ça descend par là. On est vers l'ouest, Paris est ici, donc ça monte dans ce sens-là. Là, c'est plutôt plat. Ça, c'est la partie dite moderne. Donc, ils ont abattu 4 petits bâtiments comme celui-ci, qui comportaient 5000 m², et on est venu installer à la place 18 000 m², en se raccordant avec un accès d'urgence par le sous-sol et en altimétrie pour que des parties chaudes de chez nous, des parties blocs, rejoignent cet hôpital, tout en préservant cet axe principal qui est l'axe d'urgence de l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, c'est-à-dire toutes les urgences du sud-est parisien. Donc un chantier costaud, un projet qui a été très vite, c'est la chance d'un projet comme ça, c'est que du coup il faut aller vite. Et un projet qui m'a totalement passionnée. Vous reconnaissez peut-être la silhouette, on est exactement dans le même sens que la photo aérienne. Donc on a ici la trace de l'hôpital Broca, le 100 000 m², la trace des 15 000 m², et nous entre les deux. Une cuisine existante, bâtiment des années 80, presque 10, et un des petits bâtiments conservés. Et vraiment, ça c'est les schémas du départ, c'est-à-dire trouver un moyen de faire entrer la lumière naturelle, donc évidemment aller chercher un patio,
mais aussi un effet de cour anglaise ici, que vous voyez là, parce que ces terrains, et donc sur cette pente dont je vous parlais, avec une dénivelée de 9 mètres, vous avez ici la côte 73, vous avez ici la côte 79, ici la côte 82, donc une très forte dénivelée qui monte par ici. On devait aussi d'ailleurs se raccorder plus ou moins à ce bâtiment que nous avons coupé pour pouvoir construire ce bâtiment. Donc ça, c'est des schémas du début qui montrent exactement l'intention du projet. C'est des documents au 500e. Le 500e est l'échelle magique, je trouve, parce qu'on peut faire des petites maquettes extraordinaires au 500e, et que le 500e, vous êtes à la fois dans l'espace, dans la coupe, dans la technique, et dans l'échelle urbaine ou paysagère que vous installez. Vous ne quittez rien de tout ça, vous êtes à la fois dans tout. Donc voici la silhouette du bâtiment. On a quand même 7 niveaux ici avec deux niveaux de parking. Et l'autre chose importante aussi, c'est que quand nous avons commencé ce projet, quand nous avons gagné le concours, on rentrait par la partie est de l'hôpital, c'est-à-dire par le centre de la ville. Et en fait, pendant que nous faisions ce projet, l'entrée s'est retournée pour devenir celle-ci. Donc notre projet, qui était forcément un bâtiment pont, la donnée fonctionnelle nous imposait de franchir, tout en laissant la voie d'accès en dessous. Donc je souhaitais absolument donner une petite échelle, puisque comme on arrive par le bas, il me paraissait impossible depuis le bas, après ce petit pavillon dont vous voyez sa silhouette ici, c'est lui, donner à voir immédiatement une chose comme ça. Donc on a gradué le projet pour pouvoir proposer une première partie, installer un nouveau sol, ce qui fait que c'est une grande terrasse dont peut jouir l'hospitalisation de la maternité qui se trouve en haut. Je ne sais plus si j'ai dit c'est un pôle mère et enfant, donc maternité, hospitalisation, réanimation néonatale et pédiatrique, et un service d'urgence pédiatrique également, plus tout un niveau de bureau pour les médecins. Donc cette terrasse-là bénéficie à l'hospitalisation qui est là-haut, et qui a du coup une vue sur tout Paris, la Tour Eiffel, etc. En tout cas, plein ouest, donc une vue extrêmement agréable. Pas une belle vue, mais une grande vue. Donc même époque de projet, la coupe élévation de la rue principale, de l'axe des urgences, notre franchissement, qu'on a fait un peu comme un pli, pour qu'elle soit aussi pas trop brutaliste quand on arrive par le haut, la silhouette des bâtiments conservés, la silhouette de notre projet, une entrée d'urgence gynéco par le haut, l'entrée principale par le bas, et encore en dessous, on descend une rampe par ici, et il y a un niveau de pédiatrique en dessous. On aperçoit le nouveau sol ici, et là le jeu de ces fenêtres qui se déboîtent pour donner à chacune des chambres d'hospitalisation là-haut la vue vers l'ouest, plutôt que la vue vers le nord, qui est un bâtiment en verre fumé marron qui n'est pas très agréable. Donc pareil, on se retourne, ça c'est l'entrée de la partie haute du projet, la gynéco-obstétrique, des chambres de maternité qui sont sur l'est, une autre partie du projet où on voit l'autre bâtiment auquel on doit se raccorder, le bâtiment des 100 000 m² qui est ici, et on aperçoit le franchissement dans le fond. Donc le plan du niveau chaud, un des niveaux chauds, donc on arrive par le haut, c'est le plateau des accouchements, donc les salles de pré-travail ici, d'accouchement, le patio, les blocs opératoires, l'accès d'urgence là-bas. Ici, le bâtiment est plein comme un œuf. Et puis quand on monte, le niveau de l'hospitalisation, excusez-moi, c'est très grignoté, mais ici, on a la grande terrasse et l'hospitalisation qui peut donner dessus avec cette vue sur tout Paris. Et là, on retrouve les chambres décalées pour avoir la vue sur l'ouest plutôt que la vue sur Brocard, dont vous distinguez peut-être une héberge ici. Donc ce niveau que je vous ai montré est encore en dessous un autre niveau chaud, qui est le niveau de la réanimation néonatale et pédiatrique, qui est un lieu d'une intensité totale, et un lieu où, comme tous ces lieux-là, où l'intensité humaine est totale, pour moi, il n'y a qu'une chose, c'est la lumière naturelle. Donc on a exprès placé au premier étage la réanimation néonatale et pédiatrique, avec des puits de lumière qui donnent sur cette terrasse. Donc on a les gens de la maternité qui peuvent être en haut, la vue sur Paris, une chambre d'un enfant seul, une chambre de 2 enfants, tout un local technique qui se cache sous le toit, ce qui fait qu'on profite d'une terrasse qui n'est pas une zone technique, mais une zone de toiture. Donc voici ce puits de lumière, il y en a 3, chambres individuelles, 2 chambres individuelles à droite, 2 chambres doubles à gauche. Les autres chambres qui sont des chambres au sud, donc toutes les intentions de ces chambres où vous avez un tout petit lit, parce que là on est vraiment en plus chez les tout petits, une technique impressionnante, vous allez le voir. Et tout le travail dans ces lieux-là, c'est de trouver en tant qu'architecte ce qui va permettre
de garder le sens totalement humain pour tout le monde, c'est-à-dire pour le bébé, c'est sûr, pour la famille essentiellement, pour les soignants, pour les visiteurs, pour les gens qui viennent faire leur stage de médecine. Il y a toute une ambiance dans ces lieux-là qui est absolument extraordinaire. Je crois que c'est terrible que l'hôpital public soit aussi mis à mal parce que c'est un lieu d'exception dans tous les sens du terme. Et quand vous visitez les services de réanimation, c'est évidemment très impressionnant de voir la technique, mais en même temps, l'immense humanité qui y règne est vraiment bouleversante. Donc ici, c'est de faire que chaque lit, c'était le cas dans le dessin auparavant, chaque lit est adossé à une paroi qu'on a exprès souhaité libre, c'est-à-dire que de part et d'autre, on a mis des châssis vitrés, parce qu'il y a besoin de visibilité pour les soignants d'une pièce à l'autre, ce qui fait que ça autonomise le lieu du lit, qui en réanimation n'est jamais directement adossé au mur, mais toujours dégagé pour que les soins puissent avoir lieu rapidement. Et donc ces stèles, comme dans un musée, on y mettrait une œuvre d'art, là c'est le bébé, c'est le petit, c'est l'adolescent, parce que la pédiatrie, ça va jusqu'à 17 ans. Donc c'est aussi des grands gaillards qui peuvent être dans ces lits-là. Donc cette chambre-là, avec toutes les intentions aussi pour insister sur la simultanéité dans le projet. Je profite d'être avec les jeunes de première année pour parler de ça. Ne croyez pas qu'on résout un truc, puis on verra plus tard après. Je pense qu'il faut laisser se laisser libre de dessiner tout ce qui vient en même temps sur un sujet. Ne surtout pas mettre de hiérarchie là-dedans. Et je pense que petit à petit, si vous vous nourrissez très fort du sens vraiment que vous avez acquis sur le sujet que vous êtes en train de travailler, je pense qu'il se passe passer beaucoup de choses importantes. Donc voilà la chambre. Vous voyez, quand on parle de technique, c'est peu de le dire. Et pourtant, c'est une chambre d'un seul lit qui n'est pas là. Donc cette lampe, on l'a appelée la lampe des parents. Ce fauteuil, c'est le fauteuil des parents, c'est-à-dire c'est lui qui vient là. Cette lampe, il peut la bouger comme d'autres lampes sur notre table d'archi, pour lire, pour tricoter, pour faire un sudoku, je ne sais pas. Ça, c'est des vitrages qui permettent de voir ou de ne pas voir dans la chambre d'à côté. Et toutes ces chambres de petits ont une terrasse au sud, qui n'a pas une vue magnifique, mais en tout cas, on peut y sortir prendre le soleil, et ça sert aussi pour les pompiers, pour différentes raisons. Donc voilà des photos prises par un photographe artiste qui s'appelle Aurélien Chauveau. Donc il est fait en diptyque. Voilà le projet vu de nuit, la terrasse, la maternité, le niveau des médecins, le franchissement, le bâtiment existant, un autre bâtiment existant, le contexte de la ville. Voici la même photo prise d'un peu plus bas. Donc on a l'entrée principale, l'axe rouge. Là c'est le niveau des blocs opératoires de l'accouchement. Là c'est la réanimation, la terrasse et la maternité au-dessus. Et là le plan incliné qui descend dans la pédiatrie, l'urgence pédiatrique en dessous. Le patio, absolument inaccessible si ce n'est pour les jardiniers, avec là aussi l'inquiétude pour moi de trouver la bonne échelle, puisque de ce patio, là vous en voyez qu'une partie, on va jusqu'à R+2, mais ici on monte jusqu'à R+7. Donc un travail rigoureux pour tenter justement de faire lire, ce qui d'ailleurs était le cas avant, de faire lire 2 niveaux en un seul, par ces éléments qui sont des éléments de terre cuite. Et là, qui sont des éléments de brise-soleil en métal. La terrasse de la réanimation, c'est-à-dire que les enfants peuvent sortir au beau jour sur cette terrasse qui leur est dédiée. La terrasse de la maternité au-dessus. Le même escalier qui descend sur cette terrasse. Une terrasse plus haut, au 4e étage, pour le service de gynécologie, donc des femmes qui peuvent être hospitalisées longuement. Donc une terrasse sous le ciel. Et une fois, je suis allée faire une visite et il y avait une femme qui priait sur ce banc et ça devenait un lieu tout à fait extraordinaire. Et là, une vue sur Paris, superbe aussi. Donc l'ambiance des photos d'Aurélien. Donc la dernière partie de l'exposé, si vous n'en avez pas trop marre, c'est la question du logement. Donc la question du logement, elle est carrément géniale à travailler quand on est architecte. Elle demande une énergie féroce, elle demande une constance, elle demande beaucoup d'humilité et elle demande beaucoup de résistance, surtout en ce moment, parce qu'on est vraiment très énervé par un certain nombre de règles qui nous tombent dessus. Et je compte sur vous pour être aussi résistant qu'il le faudra aussi à votre époque, vous aurez d'autres règles. En tout cas, cette image de Depardon, pour rappeler ce qui pour moi est extraordinaire dans la question du logement, c'est la question de la mémoire. Je crois que c'est exactement ça la question du logement. C'est pour ça que je ne peux pas supporter
ceux qui osent dire qu'on peut construire et puis qu'on démolira. C'est pas possible de dire ça, c'est pas possible. À partir du moment où on a vécu quelque part, on est attaché à ce lieu. Vous avez tous vu des films de la démolition des grands ensembles des années 60 où les gens pleurent leur logement, c'est évident, c'est évident. Et le logement, c'est le lien dans la ville. On peut voir tomber un théâtre parce qu'il était joli, on le pleure un peu, il était charmant, mais on est content de voir un nouveau théâtre dans sa ville parce qu'il va accueillir des nouveaux spectacles, des nouvelles scénographies que le vieux théâtre n'arrivait pas à accueillir. On ne le pleurera pas trop longtemps, ce vieux théâtre. Par contre, le logement, c'est l'épaisseur du temps, c'est l'épaisseur de « ah oui, on faisait comme ça avant, on fait comme ça maintenant, j'ai habité là, j'évolue vers autre chose ». Et cette constance du logement, je la trouve vraiment magnifique. Alors je me suis souvent posé la question de quel droit, en tant qu'architecte, on fait tout ça, puisqu'il y a des architectures magnifiques qui ont été faites sans architecte. Et c'est évident que la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est encore celle du temps, c'est celle de l'urgence. On n'est plus tout à fait à la reconstruction après la guerre, mais on est dans une urgence absolument aussi terrible, avec les mêmes problèmes. Et donc le savoir-faire de notre métier, il a de quoi être vraiment... il faut bien l'acquérir, cette question du logement. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ce n'est pas parce que vous êtes dans une école d'architecture que vous devez mettre un peu de côté la question du paysage, que vous devez mettre un peu de côté la question urbaine. Surtout quand on fait du logement, plus encore que les autres programmes, on s'intéresse à la question dans sa globalité. La façade d'un immeuble de logement ne s'arrêtera jamais à la grille de votre immeuble de logement. Vous êtes en train de faire un lieu où les gens vont vivre. Ils vont quitter un tramway, ils vont quitter un métro, ils vont quitter un bus, ils vont cheminer sur un trottoir, ils vont rentrer chez eux. Et cette séquence de la rue à chez soi, elle est absolument essentielle quand on fabrique le logement. Un projet à Ivry de logement, là aussi les plans sont par-grignotés, mais c'est pas très grave, c'est juste une question d'un projet qui est au bord de la Nationale 305, donc un des grands axes qui arrive à Paris par l'est parisien. Un immeuble de 7 étages, logements sociaux, évidemment, derrière, accession à la propriété, c'est toujours un peu comme ça, on met le locatif anti-bruit, puis on met l'accession à la propriété derrière. Une station d'essence qui a le mérite de ne pas être trop haute, donc elle ne nous fait pas ombre. Par contre, elle nous laisse bien passer le bruit à l'intérieur de l'îlot aussi, de cette Nationale 305. Donc un projet, par contre, qui est sur le plateau d'Ivry, donc plein est ici, plein ouest ici. Pour moi, le beau soleil à Paris, c'est quand même l'ouest, un peu partout d'ailleurs. Mais je n'ai pas osé faire les balcons venir de ce côté-là. Je les ai fait ouvrir de l'autre côté à cause du bruit, justement, et l'incapacité que nous avions de se payer une double façade sur la Nationale. Mais ce projet, je voulais surtout insister sur le travail de la coupe avec la Venelle, dont j'ai eu la maîtrise d'œuvre aussi. Et en fait, ce bâtiment linéaire qui vient s'installer là, R+7, est accompagné de sortes de maisons qui viennent perpendiculairement et viennent faire une échelle intermédiaire dans cette Venelle piétonne qu'on a donc traitée également. Et pour mettre à distance, quand on marche ici, la grande façade qui n'était pas du tout à l'échelle de cette Venelle, mais qui est totalement à l'échelle de cet énorme axe qui est la Nationale 305. Donc vous voyez que les terrasses sont plutôt du côté est, bien que les séjours soient du côté ouest. Voici la Venelle, voici les maisons. Donc à chaque fois, on a 3 logements qui sont ici. Et la possibilité pour les enfants qui habitent dans ces parties du projet, où il y a en tout 82 logements. Ils peuvent soit sortir côté national, soit cheminer par ici, le long des maisons, sortir ici pour aller acheter leur pain qui se trouve au pied de la tour qui est là-bas. Ici, on est à Arcueil. C'est un projet d'une typologie un petit peu semblable, parce que c'est un immeuble aussi qui fait R+7. Il est là, très exactement, le projet. C'est le carrefour de la Vache Noire, à côté de la Porte d'Orléans, qui est ici dans Paris, la cité universitaire qui est là. Tout un ensemble qui a été fait, orchestré pas mal par François Leclerc et du Sapin. Un centre commercial qui s'est enfoncé dans la terre et qui laisse sur son toit un jardin. Donc on est en façade ouest ici. Et en fait, là, le thème que j'ai voulu prendre ou offrir, c'est qu'on va longer une grande façade, puisque quand même le projet est... Voilà, le projet fait quand même 77 mètres de long ici. Donc on a 2 turbulences qui sont 2 porches, que vous avez aperçus là, qui permettent de donner à voir les jardins qui sont derrière. Et juste un 3e porche ici, qui est en contrebas, puisque la rue descend
de presque un niveau entre ce niveau-là et celui-là. Donc un des grands porches, je l'ai mis en relation avec une entrée du square ici. Donc en voici un. On aperçoit ici un immeuble, mais entre les deux, il y a des jardins quand même. On aperçoit la pelouse ici, le cerisier du jardin voisin. Donc c'est des porches à tout vent, mais en tout cas où l'ensemble des 30 logements qui rentrent ici, dont l'ensemble des 30 logements qui arrivent ici, profitent. Sur la gauche, c'est un duplex qui permet de jouer l'échelle, encore une échelle différente à cet endroit-là. Voici la turbulence quand on marche dans la route, sur la rue, le trottoir. Au lieu d'avoir un bâtiment tout linéaire, on va voir ce que je vous ai déjà montré. Ça, c'est au bout, de l'autre côté. Puis on aperçoit cette venelle là-haut. Et en fait, les gens se sont tout à fait approprié le jardin à l'arrière de ce bâtiment. Ils ont planté leurs pommes de terre et font la fête une fois la patate, une fois aux tomates, une fois aux fruits rouges. Enfin, ça marche super bien. Les bailleurs sociaux sont très contents. Mais ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est que c'est de la démolition-reconstruction ici. Et qu'en fait, les gens qui sont venus habiter là se connaissaient déjà pour la plupart. Donc ils ont été vraiment contents d'avoir la possibilité d'avoir un jardin. On n'a absolument pas imaginé que ce jardin allait devenir potager, mais il est devenu en 3 mois après la livraison. Et en discutant avec le bailleur social, il me disait qu'une autre opération très réussie des Goldstein, des frères Goldstein, dont vous avez dû entendre parler, à elles, traiter les accès individualisés pour les logements, ce qui peut être plutôt très agréable. On se donne l'impression d'offrir une maison aux gens plutôt qu'un logement collectif. Mais finalement, ces gens qui viennent d'endroits dans lesquels ils ont vécu ensemble pendant plusieurs dizaines d'années ne s'y retrouvent pas du tout. Ils sont beaucoup plus à l'aise là parce qu'ils ont cet espace collectif à partager. Et je trouve que c'est une remarque qui me paraît importante d'entendre. Donc voilà le logement type à partir duquel j'ai travaillé ce bâtiment. La rue est à l'ouest, donc là pour le coup les loggias sont bien à l'ouest. L'est a des vues très agréables aussi. Donc j'ai fait une entrée, un petit coin cellier, le coin cuisine, ce qui fait qu'on range le foutoir ici. Ça permet de mettre le coin table, une chambre handicapée ici, l'autre chambre qui va sur la terrasse et salle de bain WC ici. Des murs qui se déforment, la porte est plutôt ici, pour donner l'impression de simèse plutôt que de mur avec une porte. Dans le logement, tout est petit, tout doit être efficace. La surface du logement social a perdu 10 mètres carrés, moi, depuis que j'ai commencé. J'ai commencé mon premier logement social dans les années 90. Un 3 pièces faisait 70 mètres carrés. Aujourd'hui, un 3 pièces fait 60 mètres carrés. Et pourquoi? Parce que l'éternelle chose, que les loyers sont basés sur la solvabilité des gens, que les gens ont moins de sous. Voilà, on nous dit ça. Donc voici l'effet de la simèse plutôt, la vue vers l'est, la cuisine, le cellier, et Madame Touillet qui habite là, qui est super gentille. Une autre histoire dans Paris aussi, un bâtiment qui date pas mal et qui me plaît de montrer parce qu'on a fait un travail sur le toit. C'est un bâtiment que j'ai fait avec Hervé Dubois, architecte. Et en fait, on est en plein Paris-Bercy, un quartier où tout va bien, même si on était parmi les précurseurs à construire par là, c'était le début de cette ZAC. En tout cas, je voulais surtout insister sur le travail de l'attique. La partie basse, pour se mettre à l'échelle des chais, c'est des grandes loggias, un système assez linéaire. Et par contre, en haut, on est au-dessus de l'altimétrie des chais. Et on a fait ces silhouettes qui sont en fait un flat et un faux duplex, c'est-à-dire c'est un logement 4 pièces qui a sa terrasse sur le toit. Donc voici dans ces logements 4 pièces, on a la cuisine ici. Dans son séjour, on a une première volée d'escalier qui monte, puis on ouvre une porte et on va monter une deuxième volée d'escalier dans l'autre sens et on arrive sur sa terrasse. Donc le séjour bénéficie d'une hauteur et demie avec sa terrasse à soi là-haut. Et le duplex total, il est sympathique pour nous architectes parce que c'est grand volume et tout ça. Pour peu qu'on ait une grande peinture qu'on a faite à l'atelier, on est vachement content de la mettre. Mais la vraie double hauteur, elle pose beaucoup de problèmes pour les gens en général parce que c'est le grand rideau, parce que c'est aller laver le carreau là-haut. Enfin, ça pose plein de problèmes de ce genre. Alors que la hauteur et demie, elle nous oblige pas forcément de vitrer toute hauteur et elle donne souvent des résultats, enfin la proportion entre la surface du séjour à laquelle on arrive mise en une hauteur et demie est vraiment juste, alors que la surface du séjour à laquelle on arrive mise en double hauteur devient vite très verticale. Donc voici la terrasse. L'imposte que vous avez vu avant est ici. Là, on est sur la cuisine. Là, on est sur la partie chambre qui d'ailleurs au passage, l'escalier pour arriver juste derrière ici. Et du coup, ce volume a permis aussi de placer une autre fenêtre qui permet d'éclairer le coin nuit.
distribution des chambres et de la salle de bain. Donc la vue sur Paris. Ça, c'est un autre des duplex là-haut, des faux duplex, la même histoire, mais qui en plus, lui, on est sous le toit, donc on est sous le ciel. Et au lieu d'ouvrir, la première porte qu'on ouvre quand on rentre chez soi ici, c'est celle-ci. Et en fait, on n'est pas encore chez soi, on est dans une terrasse d'accueil, un patio. Ça, c'est les circulations qui mènent aux chambres. Et là-bas, c'est la vraie porte pour rentrer chez soi. Et en plus, ils ont une terrasse là-haut. Mais en tout cas, c'est aussi la typologie de sous le toit est toujours magnifique à travailler dans le logement. Donc voici le plan du toit quand on l'a livré. Alors les pompiers nous rendent toujours un grand service, il faut le savoir. Grâce aux pompiers, on a pu rendre cette circulation parfaitement accessible parce que les pompiers ont besoin de rejoindre la volée d'escalier qui est là-bas, puis celle d'où on vient quand on a pris la photo. Donc on en a profité pour dire au bailleur social, ben, on va rendre ça accessible pour tout le monde. On a planqué là-dedans tous les organes techniques, parce que vous savez que sur un immeuble de logement, il y a énormément de tripailles qui montent, les VMC, etc., etc. Donc tout est accessible par cette promenade publique. C'est planté au-dessus, et là vous retrouvez la silhouette des terrasses privatives avec ces murs qui font 1,40 m de haut. Donc quand on est debout, on se fait coucou, mais quand on est assis, on est dans quelque chose d'assez protégé. Alors au début de l'immeuble, le bailleur social s'est empressé de fermer à clé, mais quand on met une serrure, on a la clé quelque part, donc il a fermé à clé, et en fait les gens ont demandé de réouvrir cette partie-là. Alors juste un petit topo sur les fenêtres, sur les façades, parce que quand je parlais de la mondialisation tout à l'heure et de tout ce qu'on peut faire aujourd'hui, avec tous les matériaux qu'on peut utiliser aujourd'hui, je voudrais juste rappeler qu'une façade, ça se dessine de l'intérieur, surtout quand on fait du logement, mais de toute façon, ça se dessine de l'intérieur. Évidemment qu'il y a l'aller-retour, c'est vraiment le gant qui se retourne, quoi. Un gant, ça doit être aussi confortable à l'intérieur que ça doit être bien fini à l'extérieur. Le travail de la façade, c'est exactement ça. Et dans le logement, c'est un sujet magnifique. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression de raconter une histoire à chaque fois que je fabrique des percements dans un logement. Je ne dis pas que c'est simple, parce qu'évidemment, l'histoire que nous dicte le logement, il faut la mettre à l'échelle des X logements qu'on fabrique, et ces X logements qu'on fabrique, on doit les mettre à l'échelle du quartier dans lequel on s'installe. L'histoire est complexe. Mais nourrissez-vous autant que possible aussi de ce que vous raconte l'intérieur, c'est vraiment un beau sujet. Donc là, c'est juste la terrasse qui est latérale, qui n'est pas en face. C'est juste un petit pavé de verre à la con, je dirais, qui vient simplement ici. Mais je peux vous assurer que quand on est passé en année de garantie, vous savez, on fait une visite un an après pour être sûr que tout marche bien, il n'y avait pas une de ces niches qui n'était pas habitée d'une petite verrine, d'une petite chose, d'une petite tasse, d'une petite image. C'est une petite chose, mais à laquelle je trouve, j'accorde beaucoup d'importance. On est dans un 2 pièces, c'est un séjour de 2 pièces. On a mis cette autre fenêtre, je ne raffole pas de la proportion là sur la photo, surtout avec la place du radiateur juste à côté. Mais cette fenêtre, elle n'a pas de vue, mais elle donne une lumière précieuse dans le fond de ce séjour. Ça, c'est tout à fait ailleurs, c'était logement à Clichy. C'est pour parler de l'épaisseur de la façade, du plein pied. C'est des duplex mono-orientés qui donnent sur un jardin, donc ils ont leur accès par le jardin. On est face à un mur, mais on a un bout de jardin, on a une épaisseur qui permet de faire le coin repas, juste en face de la cuisine. Donc l'entrée est un peu entre le coin repas et la cuisine. Et c'est un jeu de lumière qui vient un peu plus faire penser qu'on habite dans une maison que dans un duplex. L'opération de la Courneuve, on est cité des 4000 à la Courneuve, je pense que vous en avez entendu parler. On est venu s'installer ici à la place de cette trace qui était la barre Renoir, démolie avant notre opération, une barre comme celle-ci. Il y avait dans cette barre un ensemble de logements qui ont tenté d'être réhabilités, notamment par Paul Chemetov, et puis trop de problèmes thermiques, acoustiques, etc. Donc la ville a décidé de démolir et de faire 2 opérations, celle-ci et une autre ici qui a été faite par Patrick Germe, l'atelier Germe et Jam. Paul Chemetov a refait toute la place, qui s'appelle la place traversante. Il faut savoir que la cité des 4000, qui s'est construite à la reconstruction, est à 3 minutes et demie du train qui passe là, et que quand la cité des 4000 s'est construite, il n'y avait même pas un petit sentier stabilisé pour aller à cette gare. Et ce sont les gens, en fait, qui sont passés sur les buttes de terre pour aller prendre leur train, qui ont finalement formé des rues qui, depuis, sont devenues des rues. Mais je ne parle pas d'il y a 100 ans, je parle juste d'il y a 60 ans. Et la cité des 4000, depuis, ça fait 30 ans que la ville
la ville de La Courneuve travaille intensément sur cette cité pour faire revenir la ville à l'intérieur. Et l'avenue du Général Leclerc en est un cas très important, puisque c'est une des entrées de ville de La Courneuve qui traverse la cité, alors qu'avant on ne traversait pas cette cité. Donc le projet qu'on a gagné, les urbanistes nous demandaient de s'implanter comme ceci en équerre, le nord est par ici, et nous avons plutôt proposé de s'installer sur les trois côtés. On a ici un centre culturel, on a ici des logements plus bas, mais de la même époque que ceux-ci, et ici une zone commerciale et la tour, ça s'appelle le quartier de la Tour. Donc le projet s'installe de la sorte, la rue il est dans le même sens que la photo que vous venez de voir, et le bailleur social qui construit là, qui est le foyer des invalides et des anciens combattants, avait un peu la trouille d'aller construire à La Courneuve et nous a donc demandé pour le concours de faire une opération résidentialisée. Donc une seule entrée pour desservir l'ensemble des logements. Du coup, j'étais un petit peu inquiète de ça, puisqu'on sait qu'on démolit les grands ensembles aussi pour redonner du caractère à la rue, et là, on va de nouveau s'isoler de la rue. J'ai travaillé beaucoup cette chose-là, et je suis très contente de cette chose-là, parce qu'il se passe autre chose aussi dans ces quartiers, c'est que justement la séquence de la rue à chez soi, il se passe beaucoup de choses. Et dans l'ensemble de ce projet, on a installé l'entrée face à l'entrée de la cité Villon qui est juste en face. On a profité d'une déclivité du sol pour faire monter encore un peu, ce qui fait que tous les logements de rez-de-chaussée sont en surplomb du domaine public. On a créé un jardin ici qui est lui-même en surplomb de ces carrefours où on voit le fort de l'Est, qui est un des forts de Paris, qui a quand même beaucoup de charme. Ce jardin est aussi récupérateur des eaux, donc c'est un peu une cuvette avec des arbres qui sont encore pas très grands. Et on a raconté l'histoire que tout ça allait desservir l'ensemble des logements. Donc ici des plots qui sont plutôt fermés au nord avec des duplex ici et des creux qui reçoivent la lumière de l'ouest. Donc ici 5 logements à chaque fois sont desservis. Ici ce sont des grands logements, quasiment des maisons individuelles. Là c'est la loge du gardien à côté du square des Petits. Là c'est 2 maisons superposées. Là c'est 8 logements. Et là c'est 30 logements. Des petits logements à chaque fois. Des 2 pièces, il y a à peine de 3 pièces là-bas. Donc voici le jardin des enfants, la silhouette des R+5 là-bas, les petites maisons sur 2 niveaux. On trouve ici l'ensemble de la toiture, donc la rue qui est au nord. Ces duplex très fermés ici, celui qu'on va voir de l'intérieur, il a une fenêtre là, mais qui s'ouvre sur le côté ouest. Les escaliers qui donnent des transparences depuis la rue. Ici les toits des R+5. La circulation avec tout le mur de soubassement qui est en pierre. Voici un des duplex avec sa façade, son ouverture à l'ouest. Le palier des chambres qui est complètement éclairé grâce à la double hauteur. Donc là, c'est une vraie double hauteur, c'est-à-dire que je pose le problème de la tringle aux gens, mais je leur amène du soleil de l'ouest alors que c'est un logement au nord. Donc j'ai fait ce choix. On retrouve les enfants jouer dans l'entrée, la loge du gardien, 2 logements superposés. Un 3 pièces en bas, un 3 pièces en haut. Le 3 pièces en bas a une terrasse qui donne au sud. Le 3 pièces en haut a cette terrasse qui donne de ce côté-là, donc au nord, plus ou moins nord, mais sous le ciel, donc plus de lumière. Là, les petites filles sortent de là. Voilà, signe des grilles, ce qui fait que dès qu'on rentre ici, il y a toutes les parties communes de ces 2 logements. Le local poussette, le local poubelle, les 2 boîtes aux lettres. Donc c'est un seuil de vie pour les 2 familles qui sont là. Ce n'est pas strictement je mets ma poubelle dans le local poubelle. Il se passe autre chose parce qu'elles ne sont que 2 familles à partager ça. Le passage là qui va vers l'autre hall. Voici un escalier, on pousse la porte du logement en bas, mais le logement est en haut. Donc c'est là où était la femme qui ouvrait la grille. Voici le logement du haut avec la double hauteur dans l'escalier, sinon c'est un flat traversant. Là, on est sous un volume courbe que vous avez aperçu tout à l'heure et qui est complètement opaque pour éviter les vues en vis-à-vis avec le bâtiment qui est à côté. Donc ça donne un 3 pièces traversant, complètement traversant, avec une terrasse à chaque extrémité. Ici le coin cuisine, ici le coin séjour et les chambres qui sont là-bas. Là, on est dans la diagonale opposée de ça. On arrive là-bas, ça c'est la loge du gardien. Donc voici les maisons superposées. Ça c'est les plots de 5 logements à chaque fois avec leur entrée dissociée. Un flat tout simple avec l'épaisseur végétale pour privatiser la partie jardin de la partie terrasse. On retrouve là, le logement qui est avec la courbe, là, 3 fois le 3 pièces. Toujours les canisses qui viennent s'installer. Pourtant là-haut, je ne vois pas de quoi ils se cachent parce qu'ils ont une vue magnifique.
Là, on a vraiment traité le jardin des enfants comme un jardin d'enfants, bien qu'ils soient eux-mêmes déjà dans leur ensemble des 82 logements. Un des escaliers duplex, donc avec le pavé de verre pour éclairer ce grand mur. Une autre partie avec 2 fenêtres qui viennent donner en diagonale sur le jardin, mais la terrasse est de l'autre côté. Voici cette terrasse. Tout le travail aussi dans cette opération a été fait pour que les terrasses soient... Enfin, je trouve que c'est une donnée très importante quand on fait le logement, de faire attention à celui qui secoue la nappe au-dessus ou qui jette son mégot, qu'elle ne tombe pas sur la terrasse d'en dessous. Donc il va avec cette illustration un peu caricaturale, la bonne utilisation de la terrasse, qui est un espace de vie, j'insiste, que je trouve absolument essentiel. Plus les surfaces sont petites, plus la terrasse est extrêmement habitée. Et si la terrasse est mal fichue, la terrasse devient le cagibi. Et c'est terrible pour la ville si ça devient le cagibi. Donc il faut faire très attention à l'orientation de la terrasse, mais aussi à être sûr que si les gens mettent leur foutoir là-dessus, ça va presque les gêner eux-mêmes. Donc il faut vraiment qu'il y ait une très bonne relation entre la terrasse et le séjour, ou une belle pièce de vie, quoi. Donc ça, c'est la rue qui est face au centre culturel. Donc les maisons qu'on vient de voir, c'est celle-là, les 5 pièces duplex, avec la terrasse qui est levée ici. Et le petit monde, ça c'est l'entrée du 5 pièces duplex. Alors, j'ai presque fini. La question du lotissement. Voilà, un plan masse que nous avons fait avec un design que je trouve promoteur, c'est terrible. C'est effectivement un lotissement pour un promoteur privé, que je ne rougis pas du tout d'avoir fait ce travail. C'est Quintet urbanistes qui ont bâti grosso modo le plan masse. On est à Bois d'Arcy, à côté de Versailles. Le bois de la forêt est ici, Versailles est un peu plus haut là-bas. Il y avait plusieurs thèmes, une sorte d'allée forestière, donc c'est des lots qui ne sont pas grands, hein, c'est des maisons, le lot est 500 mètres carrés, les maisons sont dessus, et moi j'ai proposé, ce que je n'ai pas raconté d'ailleurs à la Courneuve, pardon, c'est que par rapport à l'implantation du bâti sur la rue, le travail de l'échelle, le travail des limites dont j'ai parlé auparavant, quand on fait du logement, il me semble que évidemment, c'est par rapport à l'approche volumétrique que l'on propose, que l'on confirme ou pas l'ambiance d'une rue. Et à la Courneuve, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que le travail du plan masse vient simplement répondre à tout ça. C'est-à-dire que ce bâtiment-là, en fait, R+5, répond à la très grande place qui a été réaménagée par Paul Chemetov. Ces maisons laissent passer le soleil, donc elles sont petites et elles sont rehaussées, elles sont au-dessus du mur de soubassement et elles jouent sous la lumière. Ces plots-là, Paul Chemetov voulait que cette rue soit une rue principale, je n'ai qu'une entrée à mettre, donc je fais des monolithes assez précis qui ponctuent aussi à peu près précisément l'échelle. Et là, de nouveau, je me suis rabaissée pour laisser, depuis le centre culturel, la vue vers le fort de l'Est. Ce dernier petit volume vient jouer avec tout ça, une espèce de pivot qui vient, de volumétrie qui vient confirmer l'ambiance très différente de cette rue qui est la plus large, la rue là-bas, la rue de Genève qui est très passante, et cette rue qui est quasiment une rue piétonne. Donc dans le travail de Bois d'Arcy, c'est tout à fait le même thème qu'on travaille. Ici, les urbanistes nous dessinent une rue en courbe. Donc nous, on répond par une volumétrie de maisons séquencée qui va mettre en valeur le fait qu'on ait une rue en courbe. Ici, c'est une rue très importante, c'est la rue à peu près d'entrée. Mais j'ai un tout petit bout de façade, si je puis dire, par rapport à ces 46 maisons qui s'installent là. Donc on installe 2 silhouettes de maisons, donc 4 maisons, mais qui jouent chacune 2 à 2, et qui viennent créer un rythme plus fort que si on avait planté 4 maisons. Ici, on est très dense, et je souhaitais absolument qu'on ait ce jeu de maisons en bande pour faire de ce cœur de place vraiment un cœur justement différent et particulier pour l'ensemble des logements qui viennent là. Là, c'est des maisons, je dirais, plus chics, plus classiques, presque un peu ennuyeuses. Donc voici les photos. Alors j'ai eu beaucoup de mal avec le promoteur, donc j'ai refusé de faire le chantier, mais heureusement, on s'est bien entendu avec l'architecte qui a fait le chantier, donc on a pu quand même beaucoup collaborer. Et donc c'est des maisons en bois pour faire 46 maisons, parce que comme c'est des maisons basse consommation, on aurait perdu de la place si elles étaient en d'autres matériaux qu'en bois. Et on a joué de 2 matériaux, on a joué de la structure bois à bardage bois et la structure bois recouverte d'enduit, d'où ce jeu de blanc et de brun. Donc voilà, ça c'est les 2 silhouettes de 2 maisons, 2 à 2, donc 4 maisons qui forment ces 2 silhouettes. Ça c'est les maisons en bande. Quelques maisons atypiques qui créent des horizontales à l'entrée de la placette.
Donc on voit ces maisons d'un peu plus près. Donc ça c'est un autre lotissement d'à côté. Voici la placette, donc encore très très jeune en arbre. Nous avions tout un travail de mur qui venait mettre à distance justement la place de la voiture, que le promoteur a supprimé, donc ça c'est un peu dommage. Mais en tout cas, un jeu de volumétrie qui vient bien raconter à chaque fois qu'il s'agit d'une unité. Un travail d'échelle aussi, un travail de toiture toujours. Ça c'est la maison les maisons dans les rues en courbe, d'un côté, puis de l'autre, avec les garages qui viennent simplement ponctuer. Donc des gens ont déjà fait leur petite extension. Et c'est dans ce cas-là où je regrette beaucoup le mur, parce que vous devinez bien, d'abord il l'a baissé à 140, on l'avait mis à 160, que cette courbe du mur très régulière, je trouve, dans la rue, aurait donné beaucoup plus de charme à la silhouette des bâtis, plutôt que ce jeu de petits grillages et de petits édicules que nous avons quand même tenus, puisque c'est les poubelles qui sont logées à chaque fois dans ces petits bouts de murs. Voilà, et pour finir, une dernière histoire en cours et que j'espère construire. C'est une maison pour quelqu'un que je connais depuis fort longtemps, qui a une propriété magnifique au nord de Paris. Elle a ici un petit pavillon de jardin. Elle a voulu que je lui agrandisse son petit pavillon de jardin et je lui ai dit, je revenais du Japon et je lui ai dit, écoute, c'est pas possible, il n'a aucun intérêt ce petit pavillon de jardin. J'ai vraiment envie de faire une petite maison horizontale, toute simple. Elle a des arbres magnifiques, elle a un peu de sous, donc elle a dit, ah bah oui, je n'y avais pas pensé. Donc c'était une belle histoire. Et donc voilà 1 an que j'ai dessiné cette maison qui vient simplement, voilà, on rentre dans la propriété par ici, des arbres magnifiques, un cèdre de 400 ans d'âge absolument extraordinaire. Et la maison vient s'incliner pour se mettre dans la prolongation de tous les bosquets qui sont là. On rentre derrière, on pose la voiture là, elle est toute plein pied, 2 chambres ici, un séjour là, la cuisine entre les deux, la souche de la cheminée qui va monter. Le plan est complètement bouffé, mais voilà, la maison se déboîte ici, la chambre de madame et sa salle de bain, la salle de bain, chambre d'amis, on monte 3 marches, on redécouvre le paysage au travers de la maison alors qu'on était passé derrière. Ça c'est un mur en pierre qui va être construit avec le pavillon, la pierre du pavillon récupérée, une rase horizontale pour voir le paysage, un simple faîtage là-dessous, le petit cellier qui contient le frigidaire, le coin foutoir, la cheminée, la structure aussi, et là on ne voit plus rien, la façade sud, la façade nord, avec juste le jeu du toit qui monte pour faire passer la lumière entre les deux. Et voilà la taille de l'arbre par rapport à la maison. Et donc juste cette histoire pour insister un peu sur le thème de la résistance, parce qu'en fait j'ai fait le projet sans du tout regarder les règles d'urbanisme, ce que je vous conseille de faire souvent. Et ça va avec le thème de la liberté, je crois que pour être architecte il faut se sentir un peu libre. Donc je vous conseille quand même, plus le projet est complexe, plus il faut quand même un peu regarder les règles. Mais dans un cas comme celui-ci, je vous conseille de fabriquer votre projet, installer les choses telles que vous les avez senties sur le site, puis après d'aller voir les règles. Et donc je vérifie les règles, je suis contente, tout va bien, sauf les pentes de toiture, imposées à 45 degrés. Les miennes font 12 degrés. Donc je prépare tous mes rendez-vous pour voir comment je peux déposer mon permis de construire. Je tombe sur l'architecte des bâtiments de France parce que c'est un site classé 2 classé. Et l'architecte des bâtiments de France adore la maison, me fait une lettre qui signe, j'accepte, vous dérogez, mais j'accepte et tout. Et j'arrive chez le maire, quand même vachement contente d'avoir ma lettre dans le sac. Et le maire me dit, de toute façon, moi j'y connais rien en architecture, hein. Donc c'est l'ABF qui juge. Je dis, bah, justement, il est d'accord. Et là, il pique une colère, il dit, quoi, il est d'accord, mais il se fout de ma gueule. Il a refusé la clôture en verre fumé et il accepte votre maison qui n'a pas la bonne règle. Et je trouve que cette phrase, elle est extraordinaire, parce que vous imaginez la clôture en verre fumé dans un village comme celui-ci, vous imaginez en pierre, magnifique, les glycines qui montent et tout. Il y a quelqu'un qui a décidé une clôture en verre fumé, je pense que quelque part c'était un peu embêtant. En tout cas, le maire, voilà, ne comprenant pas du tout, enfin mettant ces 2 parallèles, ces 2 problèmes au même niveau, il n'empêche que je n'ai pas pu déposer le permis de construire, qu'il ne veut pas ce permis de construire, il ne veut pas déroger à la règle, il ne veut pas d'exception. Quelque part, je le comprends, hein, et je ne suis pas dans les règles, je ne suis pas dans les règles. Voilà, donc je me bats depuis 1 an et je vous raconterai la suite si ça vous intéresse. Voilà, je crois que j'ai fini en tout cas.